Bonjour, la question que je dois tenter de traiter est la question des identités en Bretagne. C'est une question qui fait partie de nos actualités depuis des décennies et des décennies, la question de l'identité bretonne. Voilà. La première chose que je veux dire, et elle est pour moi tout à fait essentielle, c'est qu'il faut toujours aborder ces questions identitaires avec la plus grande prudence. Tous les chercheurs qui depuis des années et des années travaillent sur ces questions, que ce soit en France, je pense à Fernand Braudel qui a écrit un ouvrage assez majeur qui s'appelle justement l'identité de la France, ou que ce soit d'autres chercheurs en France comme Marcel Détienne, dans le monde, comme un certain Zygmunt Bauman, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, un grand penseur des pays que l'on appelait jadis des pays de l'Est. Toujours, ils ont dit que cette question des identités qui convoque de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, de la psychologie, sont des questions éminemment complexes, qui sont simplifiées à l'outrance par les nationalismes. Nationalisme, courant de pensée qui exalte les valeurs jugées traditionnelles d'une nation, considérée comme supérieure aux autres, et qui s'accompagne de xénophobie et ou de racisme et d'une volonté d'isolement économique et culturel. Les nationalismes qui vont, dans toute l'histoire du 19e, dans toute l'histoire du 20e siècle, faire de cette masse éminemment complexe qui nous compose, et je vais beaucoup y revenir, des affirmations d'une grande simplicité. On est français, voilà, comme si ça allait de soi. Ça ne va pas de soi. C'est une construction qui a pris des décennies et des décennies. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que nous habitons sur des territoires. Nous habitons tous sur des territoires. Tous les humains habitent sur des territoires, qu'ils soient sédentaires ou qu'ils bougent. On a une relation à un territoire. Mais cette relation à un territoire se construit dans l'intimité à partir de cet espace que l'on vit, qui est un espace relativement étroit. Or, les nations qui se sont développées à partir du 19e siècle, et les discours sur les États-nations, qui se sont donc développés à partir de cette science nouvelle au 19e siècle que l'on appelait l'histoire. Les nations sont basées sur des territoires de très large envolée. État-nation, concept qui juxtapose une notion d'ordre identitaire, la nation, et une notion d'ordre juridique, l'État. Personne ne peut intimement appréhender un espace comme la France, un espace comme la Bretagne. On peut appréhender l'espace de Guingamp, d'Auray, de Douarnenez ou d'un quartier de Rennes. On peut construire une alchimie étrange en ce territoire dans lequel on vit, on marche, on travaille, on a des amis, on circule. Mais la France, l'Allemagne, et même la Bretagne. Vous pouvez monter sur la plus haute des collines, vous pouvez monter dans le clocher le plus haut du canton, vous ne verrez jamais ni la Bretagne ni la France. Pour que ces grands espaces soient intériorisés, il faut de très nombreuses médiations. Il faut tout un travail intense pour construire une évidence à partir de quelque chose qui n'est absolument pas une évidence. Alors, je veux vraiment attirer l'attention dans un premier temps sur cette question-là. Les premières notions d'identité territoriale se sont construites pendant des siècles et des siècles de nos nations paysannes, de nos territoires ruraux, à partir de ce que l'on appelle le terroir. Terroir, communauté partageant un territoire et des codes communs. Vêtements, langue, danse, chant. On est d'un pays, d'un petit pays, que l'on connaît avec ses pieds, que l'on connaît avec les sens, que l'on connaît avec les yeux parce que on connaît les hameaux, on a des parentèles et des voisinages, et dans la Bretagne de l'habitat dispersé, eh bien voilà, on est de sa paroisse. Et c'est cette paroisse
que l'on connaît par les sens, la vue, que l'on connaît par l'odeur, parce qu'on connaît les odeurs du printemps, de l'été, de l'automne. On a une relation intime à ce territoire de la proximité-là. C'est les sens qui construisent cette relation. On connaît les bruits. On va savoir que, en fonction des vents, c'est le clocher de Confort-Bérette que l'on entend et non pas celui de Cavan. Voilà. On est totalement lié à ce territoire de la proximité et on construit notre sentiment d'appartenance, ce que l'on va appeler notre identité, à partir de cette proximité d'un terroir. On sera ce que Pierre-Jacques Elias a appelé l'habitant habité. On habite un territoire de faible étendue qui nous habite, qui nous construit. On est de là. Et quand on se déplacera plus tard, au XIXe siècle, qu'on partira pour le service militaire, pour les garçons, on dira qu'on a vu un pays. On a vu un pays, ça veut dire qu'on a vu quelqu'un du Trégor ou de la proximité, de la paroisse d'à côté. C'est ça, le pays. Le premier sentiment d'appartenance est construit par les sens. Il n'y a pas besoin de discours. On le connaît, son pays. Alors, le sentiment d'appartenance se nourrit de ça, la première identité territorialisée se nourrit de ça, et elle se nourrit aussi de la relation à des altérités. Et ça, c'est un élément absolument essentiel, c'est qu'il n'y a pas d'identité sans altérité. Les deux se construisent. On construit le nous d'une identité première parce qu'il y a les autres. Parce qu'il y a les autres que l'on va rencontrer dans des foires et des marchés. On va aller sur le Ménébré, à la foire aux chevaux, on va aller à un grand pardon, à Sainte-Anne-d'Auray ou à Sainte-Anne-la-Palue. Et là, nous qui sommes issus de ce terroir de la proximité que l'on connaît intimement, eh bien on va voir des autres qui viennent de l'autre côté de la colline, qui viennent d'au-delà du petit fleuve côtier, qui viennent d'une première altérité. Alors cette altérité-là, elle renforce le sentiment d'appartenance. Et c'est toutes les histoires que l'on connaît, qui ont émaillé le XVIIe, le XVIIIe, quand il y a des bagarres entre deux peuplades, on va dire, voisines. On se retrouve au marché, et puis le soir, une fois qu'on a bu peut-être un coup de trop, bon voilà, il y a quelques comptes qui se règlent. Identité, altérité. Il n'y a pas d'identité sans altérité. Et ça, c'est un élément tout à fait essentiel qu'il faut avoir toujours à l'esprit. Et puis, il y a un dernier élément, lui aussi essentiel. C'est que ce sentiment d'identité qui existe, il évolue toujours. Les territoires évoluent toujours. Et ça, c'est extrêmement complexe également à analyser. C'est qu'on peut être breton en 2020, se dire breton. Et pourtant, la Bretagne de 2020 n'a très strictement rien à voir avec la Bretagne de 1920, qui elle-même n'avait strictement rien à voir avec la Bretagne de 1850. Mais pourtant, on se dit toujours breton. Ce sont des processus, ce sont des évolutions qui se déroulent au fil du temps, des décennies et des siècles. Identité, altérité et processus. Et pour conclure cette première approche très globale des premiers sentiments d'appartenance, je voudrais dire quelques éléments qui me semblent nécessaires d'avoir à l'esprit sur ce qui construit une identité individuelle comme ce qui construit une identité collective. Une identité individuelle. On ne se connaît pas, on se voit pour la première fois, on va discuter qui vous êtes. Alors on va dire un certain nombre d'éléments objectifs. Objectifs ou objectivables. Objectif, c'est quoi? Homme, femme. Ah ouais, mais est-ce si objectif que ça? On sait que la question du genre, etc., pose parfois aussi des complexités. Donc, objectif ou objectivable. Jeune, vieux. Ah oui, c'est objectif. Je suis vieux, vous êtes jeune. Ou l'inverse.
c'est objectif, mais c'est peut-être aussi objectivable. Edgar Morin, à 99 ans, continue à nourrir une œuvre d'une très grande jeunesse. Et je croise parfois des étudiants qui me semblent plus vieux qu'Edgar Morin. Bon, il n'empêche, des éléments objectifs, le genre, l'âge, la santé, et puis ces éléments-là, on va les ramasser dans un discours qui est une narration, qui est une présentation de soi. Voilà qui je suis. Cette narration est un vrai travail. On va mettre en avant des éléments, on va en mettre d'autres sous le tapis. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire la première fois qu'on rencontre quelqu'un. Et puis, on est le même, tout en étant toujours différent, au cours d'un processus de vie. On est le même à 65 qu'à 50 ans, mais on n'est plus tout à fait le même. On est le même à 50 ans qu'à 25, mais plus tout à fait le même. Des éléments objectivables, des éléments de subjectivité qui nous construisent, des idéologies, des représentations. C'est pas la même chose si l'on est catholique, pratiquant, militant, ou athée, militant. Pas tout à fait. Bon, voilà. Des éléments d'objectivité, des éléments de subjectivité, une narration qu'on construit, un discours, tout simplement, et un processus évolutif. Et puis, j'ajoute un dernier élément, c'est que le discours de présentation de soi dépend aussi du contexte, dépend de la personne à qui on s'adresse, dépend du lieu, etc., etc. Objectivable, de subjectivité, une narration, un processus et des contextes. L'histoire des peuples et des identités à partir des territoires, c'est exactement la même chose. On peut faire le parallèle. Il y a des éléments d'objectivité. Les hautes montagnes et les déserts ne vont pas générer tout à fait les mêmes relations au monde. Et les peuples en seront nourris différemment. Des éléments de subjectivité, les idéologies, c'est pas la même chose de vivre en Corée du Nord ou à Manhattan. Évidemment. Ces éléments-là vont construire une narration qu'on appelle l'histoire. L'histoire avec un grand H, ou avec une grande H, disent certains, l'histoire qu'on apprend à l'école, l'histoire d'un peuple. Et cette histoire-là, elle se construit sous le regard des altérités. L'histoire de France s'est construite dans la rivalité avec l'Angleterre, puis avec l'Allemagne, etc. Les contextes vont aussi participer de cette narration. Et c'est ainsi que les peuples nourrissent un discours historique sur eux-mêmes qui va venir renforcer les sentiments d'identité. Mais je veux vraiment insister sur un élément essentiel, la complexité de tous ces phénomènes qui se nourrissent d'abord des sens à une échelle très restreinte et qui vont être construits par des médiations multiples aux échelles plus vastes des grands territoires, à l'échelle de la Bretagne comme à l'échelle de la France.